Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, lorsque l'Assemblée des professeurs du Collège de France vous a désigné, choisi pour venir dispenser votre enseignement dans ces murs, elle a été sensible, je pense, à la qualité exceptionnelle des recherches que vous poursuivez depuis de longues années et qui, ainsi que le titre de votre chaire le dit clairement, Physiologie de la perception et de l'action, tendent à éclairer un peu mieux ce mystère passionnant, formidable, redoutable de cette structure percevante, agissante et quelquefois pensante qui s'appelle un être vivant. Mais notre Assemblée a été aussi sensible, ce me semble, à tout ce qui se profile derrière cette recherche. Et s'agissant plus précisément cette fois de l'être pensant, à cette question multiforme que nous nous posons tous et que vous vous posez, à savoir à quoi tendent et à quoi prétendent nos gestes, comment couler notre intelligence dans l'expérience sensible, comment nous organiser et nous placer dans un monde à 3 dimensions, comment concilier un intellect a priori insatiable avec ces bornes que lui imposent les formes a priori de la sensibilité. Que veut dire exactement regarder, entendre? Et je me souviens, mon cher collègue, que lorsque vous m'avez rendu visite pour la première fois, vous m'avez posé cette question: êtes-vous sûr de ce que vous faites lorsque vous regardez cette fenêtre? Je m'en souviens encore. Et puis, surtout, à la fin, sommes-nous si sûrs que ce monde que nous prétendons appréhender, dominer, ne nous renvoie pas lui-même quelque chose qui peut-être nous déforme? Sommes-nous, à la fin des fins, si sûrs de notre vérité et de notre savoir? Cette question vous est posée par ma bouche, par un profane sans aucun doute séduit, mais un profane tout de même. Je laisse maintenant la parole au spécialiste, le spécialiste à qui, au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je souhaite dans cette maison pleine, entière et chaleureuse bienvenue. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec... On va prendre ça. Merci beaucoup. C'est avec une grande émotion que j'entre dans cette illustre maison, symbole de la connaissance et de la liberté de penser, où tant de théoriciens et d'observateurs de la nature ont façonné la culture et la tradition française de la physiologie. Mes chers collègues, en créant cette chaire de physiologie consacrée à l'étude de la perception et de l'action, puis en me faisant l'insigne honneur de m'y accueillir, vous avez conforté l'existence dans le champ des disciplines scientifiques d'un domaine qui se consacre à l'étude des fonctions intégrées du cerveau. Je remercie les membres de l'Académie qui ont ratifié ce choix, marquant leur intérêt pour ce projet. C'est Jean-Pierre Changeux qui a bien voulu prendre l'initiative de ce projet et le soutenir. Il tente avec son immense culture et une implacable et nécessaire rigueur, une synthèse des connaissances sur les différents niveaux de complexité qui constituent les bases et l'évolution du fonctionnement cognitif. Nous avons la conviction commune que l'étude du cerveau doit être une des grandes aventures du siècle qui approche. Comment mieux inaugurer un enseignement devant cette médaille qui rappelle le génie de Henri Bergson et dans cet endroit où veille celui de Claude Bernard, qu'en lisant pour leur rendre hommage un texte de Bergson sur Claude Bernard concernant la place de la physiologie dans les sciences. Partout où il est question d'elle, dit Bergson, Claude Bernard s'attaque à ceux qui refuseraient de voir en la physiologie une science spéciale, distincte de la physique et de la chimie. Les qualités, ou plutôt les dispositions d'esprit, qui font le physiologiste ne sont pas identiques à celles qui font le chimiste ou le physicien. N'est pas physiologiste celui qui n'a pas le sens de l'organisation, c'est-à-dire de cette coordination spéciale des parties au tout, qui est caractéristique du phénomène vital. Claude Bernard défend la physiologie, dit Bergson, et contre ceux qui croient le fait physiologique trop fuyant pour se consacrer à l'expérimentation, et contre ceux qui, tout en le jugeant accessible,
à nos expériences, ne distinguerait pas ces expériences de la physique et de la chimie. Au premier, il répond que la physiologie est régie par un déterminisme absolu et qu'elle est par conséquent une science rigoureuse. Au second, que la physiologie a ses lois propres et ses méthodes propres et qu'elle est par conséquent une science indépendante. Mesdames, Messieurs, les idées que je vais vous proposer sont l'aboutissement d'un chemin jalonné de rencontres que je souhaite évoquer brièvement. Je voudrais exprimer tout d'abord ma profonde reconnaissance au professeur Yves Laporte. Il nous a toujours accordé à la fois de précieux conseils aux croisées des chemins et de chaleureux encouragements. Notre génération doit aussi à Alfred Fessard, envers lequel je voudrais exprimer mon admiration, des avis essentiels pour guider notre travail. Il sut ouvrir la voie à la neurophysiologie moderne. Alexandre Minkowski me fit partager sa passion pour l'étude du développement du système nerveux. Puis Bertrand Schwartz, directeur de l'école des mines, me laissa, avec les conseils de Guy Lajoigny, étudier la psychologie avec François Bresson et découvrir à l'hôpital psychiatrique la raison qui déraisonne. C'est à l'Institut de l'INOP, à 2 pas d'ici, sous l'impulsion de Camille Soula, que Jacques Leblas, Jean Scherrer, Alain Wissner, Hugues Monod, Simon Bouisset fondèrent, avec Bernard Metz, l'ergonomie en France. J'y ai appris les bases de la physiologie et de la psychologie du travail. Je dois à Alain Wissner 15 années de recherche passionnante. Il a consacré sa carrière à diminuer la souffrance des hommes au travail. Jean Scherrer employa avec moi une maïeutique subtile et me fit notamment connaître 2 jeunes neurologues, Stéphane Métral et Henri Korn. Et ce dernier, parti aux USA, m'écrivit une lettre de 2 lignes, décisive, où l'on pouvait lire « Si tu veux travailler sur le système vestibulaire, lis le livre d'Eccles sur la synapse et viens travailler avec Precht chez Linas ». Ce que je fis, et je fis bien. Rodolphe Linas a en effet une profonde compréhension des différents niveaux de complexité du cerveau et je considère comme une chance exceptionnelle de l'avoir comme maître et comme ami. Je fus aussi initié aux neurosciences par Pierre Buzer, qui laissa s'installer cet ingénieur et ces drôles de machines pour un temps dans son laboratoire et nous accorda un soutien intellectuel et moral sans faille. Puis par Jacques Paillard, qui alors que dominait une neurophysiologie réductrice, découpant le système nerveux en voies et en centres, fut parmi les rares, après Vallon et Pierron, à tenter de rapprocher psychologie et neurophysiologie. Je compte aussi comme mes maîtres, mes frères dans la science, Robert Baker, Alexei Grantin et Michel Imbert, avec qui nous avons tenté et parfois réussi tant d'aventures scientifiques. Quant à Marc Jeannereau, c'est lui qui m'a initié aux idées neuves, qui me démontrait le rôle de l'action dans le développement des processus perceptifs. L'étude de la perception et du mouvement exige une approche multidisciplinaire chez l'homme et chez l'animal et une comparaison permanente de la prédiction de modèles avec des données empiriques. Nous avons fondé pour cela un laboratoire du CNRS, grâce à l'imagination, au travail, à la passion de tous les collaborateurs qui y ont travaillé et que je remercie ce soir avec beaucoup de chaleur. Le CNRS a su garantir notre indépendance intellectuelle, faciliter les changements de cap exigés par l'évolution des idées et des techniques et surtout nous accorder le plus grand des cadeaux, sa confiance. Nous devons aussi à l'INSERM un généreux soutien. Les vols spatiaux ont aussi représenté pour notre groupe un extraordinaire laboratoire pour l'étude des propriétés adaptatives du système nerveux. Les fonctions sensorimotrices ont en effet évolué sur la Terre à la fois sous la contrainte et avec l'aide de la gravité. Dans l'espace, le cerveau se trouve pour la première fois depuis des millions d'années dépourvu de ce fil à plomb, de cette référence et de cette force collante, comme disait un astronaute triste de revenir sur la Terre après un vol spatial. C'est Hubert Curien, puis Jacques-Louis Lyons, président du CNES, qui nous ont soutenus dans cette très difficile aventure, et René Bost, qui nous y a guidés avec toute l'équipe du Centre national d'études spatiales. Les relations entre perception et action constituent un modèle privilégié des fonctions du système nerveux. Un de leurs grands atouts par rapport au langage est de se prêter à la fois à l'analyse du comportement chez l'homme et chez l'animal et à l'exploration des mécanismes neuronaux qui les sous-tendent, et ceci dans la vaste panoplie des milliers d'espèces qu'a produit l'évolution. Même le poète, gardien du verbe, a reconnu l'importance de l'action. Ainsi, Faust, qui s'interroge sur la phrase célèbre « Au commencement était le verbe », réfléchit en ces termes sous la plume de Goethe. « Mais, dit Faust, voilà que je m'arrête. Je ne peux pas estimer le verbe autant. Je dois le traduire autrement, bien que je sois convaincu de l'esprit. Il est écrit « Au commencement était le sens ». Puis il continue « Cela devrait être « Au commencement était la force ».
Mais cela ne suffit pas, dit Faust. Au commencement était l'action. Je suis en effet convaincu, comme David Prémack, qui observa les primates, que la cognition humaine est issue du raffinement des fonctions sensorimotrices et que, dit Prémack, certains des signes les plus précoces de la flexibilité de l'intelligence humaine se trouvent dans la flexibilité du système moteur lui-même. C'est à mon avis la nécessité de prédire les conséquences de l'action, de mémoriser les événements du passé pour mieux prévoir le futur, de combiner au mieux le répertoire limité des mouvements de chaque espèce qui est à l'origine du développement des fonctions cognitives. Pour argumenter cette thèse, nous allons tout d'abord considérer comment ont évolué les idées concernant les sens concernés par le mouvement et pourquoi il est aujourd'hui justifié de passer de la physiologie des sensations, titre de la chaire d'Henri Pierron, à une physiologie de la perception. Aux 5 sens traditionnels, il faut en effet ajouter la sensation de mouvement que Goldscheider en 1898 appela kinesthésie. Un élément de la kinesthésie est la proprioception, ou ensemble des capteurs qui mesurent les mouvements des segments du corps entre eux. Prenons l'exemple des fuseaux neuromusculaires. Ces capteurs, situés dans les muscles, ont été étudiés avec une grande finesse par Yves Laporte et ses collaborateurs. Ils mesurent l'étirement des muscles, mais aussi la vitesse du geste, ce qui permet d'anticiper sur les conséquences du mouvement. Ils contribuent à des réflexes moteurs, mais sont eux-mêmes sous contrôle d'une innervation dite gamma qui règle leur sensibilité. On doit à Bessou, Laporte et Monet-Dénan la découverte d'une étonnante innervation dite bêta qui influence à la fois les fibres musculaires principales et le fuseau, le moteur et son capteur. Elle sert à augmenter la contraction par une contre-réaction positive qui permet peut-être automatiquement de vaincre des résistances qui s'opposeraient au geste sans passer par un réflexe. Mais les fuseaux accèdent aussi à la perception consciente du mouvement ou sens de la position qu'un artifice met en évidence. Une légère vibration appliquée chez l'homme à la surface d'un muscle active les fuseaux et induit une perception illusoire, les yeux fermés, de déplacement du membre vibré ou même de l'ensemble du corps si elle est appliquée à la cheville. Cette perception est dépendante du contexte dans lequel est placé le sujet, comme l'a montré Roll. La proprioception musculaire et tendineuse est aussi à la base d'un autre sens, le sens de l'effort, ainsi nommé par Wundt et von Frey en 1910. Psychologues et physiologistes ont tous supposé que le cerveau connaît la force développée par les muscles. Mais cette grandeur fondamentale de la mécanique newtonienne est-elle réellement évaluée par le cerveau? Rien n'est moins sûr. Jamy et Petit ont suggéré récemment que les récepteurs situés dans les tendons, que l'on supposait coder la force musculaire, ne mesurent que des dérivés de cette grandeur. Elle serait alors reconstruite dans la moelle par une combinaison d'informations de longueur et des dérivés de la force. Il n'est pas non plus évident que les neurones corticaux, dits pyramidaux, qui contrôlent la contraction des muscles, codent chacun la force d'un muscle, comme le pensait Evarts dans les années 60. L'anatomie montre en effet que ces neurones pyramidaux contrôlent en réalité des synergies, c'est-à-dire des groupes de muscles qui donnent naissance à un geste du répertoire moteur. Georgopoulos a montré que ce sont des assemblées de ces neurones qui codent la direction du mouvement et peut-être sa force. Les bases neurales du sens de l'effort sont donc encore à découvrir. Mais il faut ajouter aussi un sens supplémentaire, dont le capteur est l'organe vestibulaire dans l'oreille interne, sur lequel, si vous le voulez bien, j'aimerais m'attarder un peu. C'est à l'anatomiste italien Scarpa que revient le mérite d'avoir décrit en 1789 l'anatomie des 3 canaux semi-circulaires et des 2 otolithes qui sont situés dans l'oreille interne. Puis Flourens découvre la fonction de ces capteurs en 1832. Élève de Cuvier au Muséum, puis professeur au Collège de France, Flourens a utilisé la méthode des lésions. Sa conception du cerveau était à contre-courant des idées les plus avancées de l'époque. Il s'opposa à la phrénologie localisationniste de Gall, il réfuta la théorie de l'évolution de Darwin, mais il était d'un bon expérimentateur, attentif aux faits imprévus, et il fit un jour une lésion de l'oreille interne chez un pigeon, s'attendant à obtenir un trouble de l'audition. Mais l'animal perd l'équilibre, tourne en rond, se réfugie dans les coins obscurs de la pièce. Flourens infère alors, très justement, que l'oreille n'a pas pour seule fonction d'entendre. Et pense, à tort cette fois, avoir découvert un appareil modérateur de l'activité cérébrale. Il a fallu attendre 50 ans pour que le biologiste Ewald formule les lois qui précisent la sensibilité directionnelle des canaux semi-circulaires. Vers 1910,
ces capteurs attirent l'attention des physiciens Mach et Helmholtz. Esprits universels à une époque où il paraissait encore normal d'intégrer plusieurs branches du savoir. Ceux-ci comprennent qu'il s'agit de détecteurs d'accélération angulaire pour les canaux et d'accélération linéaire pour les otolithes, et qu'ils constituent donc une véritable centrale gravito-inertielle. Grâce aux formulations d'Einstein, qui démontrent qu'un capteur inertiel ne peut pas distinguer la gravité et une accélération due au mouvement, il découvre les ambiguïtés de ces messages que ce capteur fournit, qui confond inclinaison de la tête, accélération et décélération. D'où le besoin d'une interaction avec la vision pour lever cette ambiguïté qui est à l'origine de nombreux accidents d'avion, par exemple, et sans doute à la base de nombreuses chutes ou vertiges non expliqués. L'enregistrement par microélectrode de l'activité du nerf vestibulaire, faite vers 1960, confirme la fonction de transfert de ces capteurs qui transmettent une mesure de la vitesse de la tête. Comme leurs voisins, les neurones de la cochlée, et comme les capteurs musculaires, ils sont soumis à un contrôle centrifuge appelé efférent, qui module leurs propriétés à partir du système nerveux central. Le message sensoriel est donc manipulé par le cerveau dès sa source. Le système vestibulaire assure la stabilisation perceptive, c'est-à-dire le fait que cette pièce, par exemple, nous paraît immobile lorsque nous déplaçons la tête. Et ceci grâce à des réflexes de stabilisation du regard, comme le réflexe vestibulo-oculaire, qui permet de réduire le glissement du monde visuel sur la rétine. L'architecture neuronale de ces réflexes est connue grâce à des enregistrements intracellulaires. Elle n'a pas varié depuis les poissons, elle a simplement suivi la lente migration des yeux qui sont latéraux chez ces espèces et frontaux chez l'homme. La récupération fonctionnelle de ces réflexes après lésion constitue un magnifique modèle de plasticité neuronale étudié par Lacour, Vidal, Dewell et leurs collaborateurs. Nous reviendrons sur ce point dans un moment. Mais le système vestibulaire participe aussi à la représentation de l'orientation du corps dans l'espace. Les canaux semi-circulaires, placés dans 3 plans perpendiculaires, constituent un référentiel euclidien fondamental qui est peut-être à la base de toute l'organisation de notre perception de l'espace et même, qui sait, de l'invention de la géométrie euclidienne, comme l'avait proposé dans une boutade Poincaré qui notait « Les souris japonaises n'ont que 2 paires de canaux. Elles croient, paraît-il, que l'espace n'a que 2 dimensions. » Les bases neurales de ces représentations commencent à être connues. Le cortex pariéto-insulaire, situé dans le lobe temporal, reçoit par l'intermédiaire du thalamus des projections vestibulaires et c'est probablement l'endroit du cerveau où est reconstitué de façon multimodale le mouvement de la tête. L'épilepsie temporale qui perturbe cette zone induit parfois une dissociation dans la perception du corps. Un malade couché sur un lit peut avoir en même temps l'impression d'être couché au plafond. Ceci donne une base biologique à de prétendus phénomènes parapsychiques de sortie du corps. Autre exemple, Biziac et Perenin ont montré qu'une simple injection d'eau chaude dans l'oreille qui stimule les capteurs vestibulaires produit une disparition transitoire de la négligence spatiale. Ce déficit est observé chez les patients porteurs de lésions du cortex pariétal qui ignorent l'espace situé d'un côté de leur corps bien qu'ils puissent le voir. Mieux encore, cette stimulation vestibulaire calorique peut provoquer une rémission, une récupération transitoire de la somatoparaphrénie. Par exemple, un patient atteint de cette maladie qui niait la propriété de son bras et disait « ce bras est celui de ma mère », a retrouvé, au moins temporairement, cette propriété subjective après injection d'eau dans l'oreille. Cet accès si évident des informations vestibulaires aux représentations du corps, appelé par Head le schéma corporel, montre que le système vestibulaire constitue bien un sens à part entière, une synthèse de la kinésis et de la hora d'Aristote. Et l'on a encore beaucoup à découvrir sur son rôle dans de grandes maladies supposées essentiellement psychogènes, comme l'agoraphobie. Mais est-ce que faire ainsi la liste des sens a encore un sens ? Certainement pas pour ce qui concerne le mouvement et la perception de l'espace. L'important n'est pas la liste des capteurs. L'important, ce sont les questions que le cerveau curieux pose au monde à partir d'hypothèses qu'il fait et de tâches bien précises qu'il donne comme but à son action. Les sens sont des vérificateurs d'hypothèses et non pas seulement des éléments d'hypothèses. L'évolution a fait du cerveau une machine à prédire et non pas un gigantesque comptable de situations. Permettez-moi de vous citer quelques textes qui illustrent l'idée que la physiologie des sensations doit bien être remplacée par une physiologie de la perception et ne peut être dissociée de l'étude de l'action.
Le subtil Rousseau notait dans l'Émile « Nos sensations sont purement passives, au lieu que toutes nos perceptions ou idées naissent d'un principe actif qui juge. » Le grand maître que fut Henri Pierron précisait « La perception est prise de connaissances, d'objets et d'événements extérieurs qui ont donné naissance à des sensations. » Il a milité toute sa vie pour faire le lien entre les processus psychologiques et leur base neurale. Même pour Pierre Janet, la sensation à laquelle s'applique l'attention et qui de passive est devenue active s'appelle perception. La perception, dit-il, suppose le mouvement, l'attention, l'habitude, l'imagination, la mémoire et enfin le jugement. Janet introduit la notion de la décision dans les processus perceptifs, d'une image purement statique, de la perception comme représentation subie. Il nous conduit vers l'idée d'une décision prise comme on prend un pari dans un jeu de hasard. Lorsque le cerveau reconstruit le monde visuel chez des sujets qui ont un scotome sur la rétine, ne fait-il pas en un sens un pari? Le son perçu n'est pas que fréquence, excitant la cochlée. La couleur perçue est construction du cerveau. Ces définitions dissocient toutefois encore, à mon avis, perception et action. Je voudrais proposer l'idée qu'il nous faut supprimer cette dissociation. La perception est une action simulée. Merleau-Ponty disait merveilleusement « La vision est palpation par le regard ». Mais comment le cerveau construit-il ses percepts? Par exemple, comment est construite la perception d'un objet visuel? Lorsqu'un objet est présenté devant la rétine, il se produit, dès les premiers relais sensoriels, une décomposition, une ségrégation des propriétés de l'objet. Couleur, mouvement, contraste, etc. Puis l'information est transmise le long de deux grandes voies nerveuses. L'une, dite temporale, relie le cortex visuel au cortex inférotemporal. Les neurones de cette voie identifient les propriétés d'orientation des contours, de dominance oculaire, de couleur de l'objet ou même les traits d'un visage. Chacune de ces propriétés est représentée par l'activité de populations bien définies de neurones groupés en amas interconnectés. L'autre voie, dite dorsale, conduit vers le cortex pariétal et concerne les propriétés liées à l'action, localisation ou orientation de l'objet dans l'environnement, mouvement, etc. La dissociation des fonctions entre ces deux voies est montrée par l'observation due à Goodale d'une malade ayant un déficit du cortex pariétal, la voie dorsale. Cette malade ne pouvait pas indiquer la largeur de deux blocs de bois en écartant les doigts. Mais pour les saisir, elle préformait correctement la main à la taille de l'objet. De même, elle ne pouvait pas indiquer l'orientation d'une fente, mais pouvait correctement introduire la pièce dans la fente. La voie dorsale est donc concernée non par la perception, mais par la mise en relation entre les propriétés spatiales des objets et l'action. Les neurones du cortex pariétal qui répondent au mouvement des objets sont d'ailleurs sensibles au mouvement de la main ou à la direction du regard. Mais l'objet est ainsi... Les frontières entre sensation et motricité s'effacent. Mais l'objet est ainsi représenté par ses caractéristiques dans une vingtaine d'aires corticales. Le fait que nous percevons finalement l'objet comme une entité, comme une forme, signifie que cette ségrégation est suivie d'une reconstruction de la cohérence et de l'invariance de l'objet. Comprendre comment est réalisée cette unité perceptive de l'objet est un formidable défi scientifique. Deux grandes théories sont actuellement proposées. La première suppose qu'un processus sériel pourrait reconstruire l'objet étape par étape. Cette approche insiste sur le fait que les neurones ont des propriétés de codage de plus en plus complexes et que c'est la fréquence de décharge de neurones qui représente chaque propriété des objets. On a récemment trouvé dans le cortex inférotemporal des colonnes de neurones qui codent ainsi ces propriétés complexes de forme, de texture, de distribution de luminance. Une autre théorie proposée par Abels et von der Malsburg suppose un mécanisme de synchronisation, travaillant à l'échelle du temps de la milliseconde, donc un codage temporel et non fréquentiel. Selon cette théorie, un objet présenté devant le sujet activerait simultanément des populations de neurones dans une ou plusieurs zones cérébrales qui coderaient donc en même temps les différentes propriétés de l'objet. Singer a obtenu récemment des données qui soutiennent cette idée. Des ensembles de neurones distants sont activés de façon synchrone par un objet visuel. L'activité des différentes liaisons synaptiques entre ces neurones permettrait d'identifier un objet. Il est possible que cette synchronisation soit produite par des mécanismes de répétition des décharges neuronales qui forment des oscillations dues à des générateurs de rythme. Rougeol-Buzer, Freeman et bien d'autres ont découvert chez le chat et le primate l'apparition d'oscillations à différentes fréquences qui accompagnent l'observation attentive et les comportements liés à l'action. La magnétoencéphalographie a confirmé l'existence de ces oscillations chez l'homme. Un nouveau champ
d'étude est ouvert. Mais une véritable physiologie de la perception doit aborder aussi le caractère multimodal des fonctions sensorielles et renoncer au découpage des sens. Par exemple, afin d'assurer une reconstruction cohérente et rigoureuse du mouvement du corps dans l'espace, le cerveau utilise des configurations, des combinaisons d'informations extraites des différents capteurs, en exploitant leur complémentarité dynamique et géométrique. Par exemple, chez le singe, d'après Trotter et ses collaborateurs, la mesure de la distance est le résultat d'une fusion d'informations visuelles de disparité et des informations sur le mouvement de l'œil. De même, le système vestibulaire et la vision coopèrent pour mesurer la vitesse du mouvement de la tête dans l'espace. La contribution de la vision à la perception du mouvement propre fut découverte et nommée vection par Mach, le physicien, en 1910. La vection est cette perception que l'on éprouve lorsque le train voisin démarre ou lorsqu'on regarde une rivière d'un pont et que l'on a l'impression que le pont avance. Son intensité est fonction de la vitesse de la scène, de sa surface, du nombre d'éléments par unité de surface, etc. Les bases neurales de la vection sont restées ignorées pendant longtemps. La vection est due à un système sous-cortical très ancien, mais découvert il y a seulement 10 ans, qui relie la rétine au noyau vestibulaire et au cervelet. De là, l'information peut remonter vers le cortex et donner lieu aux perceptions de la vection. Chez les vertébrés inférieurs, ce circuit produisait seulement le nystagmus optocinétique, ce mouvement de l'œil qui accompagne une scène en mouvement. Les neurones des centres de ce système optique, appelé accessoire par les anatomistes, répondent dans des plans préférentiels étudiés par Simpson et Graf, qui sont parallèles au plan des canaux semi-circulaires. Il y a donc une équivalence géométrique des espaces dans lesquels la vision et le système vestibulaire codent le mouvement. Ceci permet sans doute de simplifier l'application et la fusion d'un espace sur l'autre. C'est en effet la covariation des informations vestibulaires et visuelles qui assure la perception adéquate du mouvement propre. Dès la première synapse centrale, la vitesse de la tête dans l'espace est en effet reconstituée par une combinaison des informations des accéléromètres vestibulaires et du tachymètre visuel. Il est vraisemblable que les grandeurs ainsi reconstruites sont comparées à des estimations centrales, des prédictions, que l'on a comparées à des filtres optimaux de Kalman, employés par les roboticiens. C'est aussi leur discongruence qui induit des vertiges et des troubles comme le mal des transports ou le mal de l'espace. Remarquons par parenthèse que cette correspondance géométrique des espaces sensoriels est sans doute une propriété générale. Buisseret et Imbert ont montré qu'à un moment donné de la maturation des cellules du cortex visuel chez le chaton, appelée période critique, la directionnalité de ces cellules est déterminée par la proprioception oculaire. Mesdames, Messieurs, la perception consciente du mouvement est donc le sommet d'un iceberg. De nombreuses voies sous-corticales encore mal connues informent le cerveau sur le mouvement. Weisskranz et Kawai ont dû lutter pendant 10 ans pour faire accepter le concept de blind sight, ou vision aveugle, qui désigne cette propriété qu'ont certains patients ayant des lésions corticales d'identifier des formes visuelles de mouvement ou même des couleurs sans les percevoir consciemment. C'est ainsi qu'à l'Institut pour aveugles de Montgeron, des enseignants ont appris des sports rapides, ping-pong, basketball, à des enfants qui lisent en braille et marchent avec la canne blanche à qui le sport était interdit. Il n'existe encore bien sûr aucun test clinique de cette vision infraconsciente du mouvement. Mais il y a plus remarquable encore. Les neurones qui reconstituent les mouvements de la tête de façon multimodale sont influencés par les commandes motrices. Des techniques que nous avons mises au point permettent d'enregistrer l'activité intracellulaire d'un neurone dans des conditions physiologiques. Puis, après injection d'un marqueur, la peroxydase du réfort, de reconstruire la connectivité du neurone. Elles ont révélé, chez l'animal éveillé, que les neurones sur lesquels se projettent les nerfs vestibulaires sont non seulement le siège d'une convergence multisensorielle, mais qu'ils sont influencés par des signaux moteurs, comme la direction du regard. Un signal corollaire, une copie, comme disaient Van Holst et Mittelstadt, de la commande motrice, est donc présent dès le premier relais sensoriel. L'action influence la perception à sa source. Cette propriété est très générale. On trouve des copies des signaux moteurs dans presque tous les relais sensoriels. Mais quel est l'intérêt de construire des grandeurs multisensorielles et de les moduler par des ordres moteurs ? C'est sans doute pour élaborer des percepts qui ont une signification biologique. Gibson a introduit le concept d'affordance. Selon sa théorie, devant un escalier, le cerveau ne va pas s'intéresser à la mesure exacte en centimètres de chaque marche, de la hauteur des marches,
mais à la relation qui existe entre la hauteur des marches et la hauteur des jambes de l'observateur, afin de déterminer, s'il est possible, to afford, de la gravir. Autre exemple, pendant le piqué d'une mouette qui plonge à 100 km à l'heure, pour capturer un poisson, le cerveau calculerait directement soit la distance, soit, d'après David Lee, la durée de parcours jusqu'au contact, qui peuvent être extraites directement à partir du champ de vecteur du flux optique. Étudiant l'œil de la mouche, Franceschini a montré en effet que des neurones détecteurs de mouvement peuvent évaluer la distance par la mesure de la vitesse angulaire des objets du monde environnant. Dans cette première partie, nous avons évoqué comment sont constituées des perceptions multisensorielles. Mais une physiologie du mouvement doit tenir compte d'une propriété fondamentale du cerveau, celle de mémoriser les perceptions du mouvement pour les utiliser dans l'action. Parmi les différents types de mémoire, la mémoire dite épisodique est particulièrement intéressante. Elle constituerait une bibliothèque d'événements récents, identifiés par des configurations d'indices sensoriels ou moteurs, qui serviraient, d'après Baddeley, à modéliser le futur avant de sélectionner une action. Prenons un exemple. Traversant un jour la rue des Écoles, pensif, après avoir écouté une conférence au Collège de France, un cycliste me heurte le pied sans me renverser. Ceci constitue un épisode avec sa composante sensorielle, la vue locale de l'endroit, la douleur sur le pied, etc., et sa composante d'action, descendre du trottoir. Le lendemain, au même endroit, je m'apprête à traverser, mais soudain surgit la mémoire de l'épisode, vécu la veille. Et je retiens mon pas, heureusement, car une voiture passe à grande vitesse. Quelles sont les bases neurales de cette mémoire qui m'a sauvé la vie? La mémoire spatiale est sans doute distribuée en de nombreux centres du cerveau. Le cortex préfrontal, le cortex pariétal sont parmi les candidats. Mais le rôle possible d'une autre structure, l'hippocampe, a été découvert par Brendan Milner, examinant un patient nommé H.M., dont l'hippocampe était lésé et qui présentait des troubles très spécifiques de la mémoire épisodique. David Marr, en 1971, avait déjà eu l'idée que l'hippocampe travaille comme une mémoire à court terme, qui déchargerait ses représentations vers le cortex cérébral pendant le sommeil paradoxal. L'hippocampe contient en effet des réseaux de neurones récurrents, c'est-à-dire se projetant sur eux-mêmes, que le connexionnisme moderne appelle auto-associatifs, très adaptés à cette fonction. Les calculs sur modèle faits par Rawls et McClelland indiquent que l'hippocampe pourrait ainsi garder une trace d'environ 30 000 épisodes, 2 à 3 semaines de vie. La découverte dans les neurones de l'hippocampe de mécanismes dits de potentiation à long terme, que Laroche et Bloch, par exemple, ont reliés aux fonctions d'apprentissage spatial de l'hippocampe, a renforcé l'idée que cette structure est impliquée dans des processus de mémorisation. Cette mémoire neuronale met en jeu des récepteurs chimiques de la membrane du neurone, comme le NMDA. Ce récepteur est activé, comme l'ont montré Asher et Novak, conformément aux prédictions générales de Hebb, par la conjonction, l'association entre une dépolarisation du neurone postsynaptique et une libération présynaptique d'un neuromédiateur, le glutamate. Ces mécanismes sont étudiés par plusieurs laboratoires en France, comme ceux de Ben-Ari, de Sumimura. Ils sont extrêmement complexes et encore mal compris. Notons que l'hippocampe pourrait peut-être reconstituer un souvenir à partir d'éléments incomplets de l'épisode. Les réseaux auto-associatifs ont en effet la remarquable propriété de répondre à une partie de la configuration par le pattern complet. Le mystère de la Madeleine de Proust serait-il à notre portée? Les bases neurales de la contribution de l'hippocampe à la représentation de l'espace ont été découvertes en 1978 par O'Keefe et Nadel. Ils ont trouvé chez le rat des neurones qui déchargent lorsque l'animal passe par un lieu précis de l'espace qui lui est familier. L'existence d'une population de ces cellules, nommées cellules de place ou de lieu, a suggéré que l'hippocampe contient une carte spatiale au sens proposé par Tolman et effectue des calculs pour la navigation, comme sur une carte de géographie. Plusieurs auteurs, dont Inus Blanc, McNaughton, etc., ont par la suite proposé que l'hippocampe effectue en réalité une association entre des vues locales, sorte de photographie de l'environnement, que coderaient les neurones de place, et un vecteur d'origine vestibulaire qui indiquerait la direction et la vitesse de la tête. Des neurones de l'hippocampe déchargent par exemple lorsqu'un singe passe devant une porte ou se tourne vers un des coins de la pièce. L'espace est donc étiqueté en fonction des actions de l'animal et de ses relations avec l'environnement. La mémoire spatiale ne serait donc peut-être pas une simple carte, mais une capacité de simuler les mouvements dans un réseau multisensoriel
et l'on doit à Wiener et Eichenborn la découverte du caractère multisensoriel du codage de l'hippocampe, codé par des populations de neurones ayant conservé dans des mécanismes moléculaires de leur contact synaptique des traces d'association. Poincaré avait bien posé le problème en écrivant « Localiser un objet, cela veut dire se représenter les mouvements qu'il faudrait faire pour l'atteindre. Les mouvements de notre corps jouent un rôle prépondérant dans la genèse même de la notion d'espace. Pour un être complètement immobile, il n'y aurait ni espace, ni géométrie. » Et en effet, les données de la neurobiologie de l'hippocampe révèlent que les décharges des cellules de place ne s'observent que lorsque l'animal explore l'espace activement. Voyons maintenant comment ces notions peuvent être intégrées à une étude des bases neurales du mouvement. Il nous faut alors élaborer une théorie qui envisage la présélection des informations sensorielles à partir d'une simulation interne du plan d'action. On ne peut pas être champion du monde de slalom si on prélève seulement en continu les informations sensorielles sur la piste. Le temps de traitement est trop long. Il faut simuler la descente mentalement et de temps en temps prélever des informations présélectionnées sur la piste. Il faut comparer l'état des capteurs à une prédiction associée au plan d'action. Par quel mécanisme? Avec quelle contribution respective des propriétés endogènes des neurones et des propriétés des réseaux? Voilà les questions actuellement sans réponse, mais qu'il nous faut envisager. Les données de la neurophysiologie du mouvement correspondent-elles à cette idée? Malheureusement, la neurophysiologie des systèmes moteurs a été d'abord par nécessité une neurophysiologie de la connectivité, sans que soient toujours reliées structure et fonction. De même, à quelques exceptions près, la pensée théorique dans ce domaine a été dominée par un paradigme stimulus-réponse qui empruntait ses concepts à la cybernétique de Wiener et aux théories de Pavlov. Peu de théories alternatives ont été proposées, sauf peut-être celle de Skinner qui tenta de relier les comportements aux caractéristiques de l'environnement. D'autres reposaient sur une vue restrictive de l'organisation du système nerveux, comme par exemple la théorie des neurones pontificaux, c'est-à-dire l'idée de l'existence d'une hiérarchie bien définie de cellules de commande et de neurones d'exécution. La physiologie des réflexes a donc dominé depuis le début du siècle. Comment pouvons-nous passer d'une physiologie de la réaction à une physiologie de l'action? Il nous faut d'abord étudier le mouvement naturel et abandonner la physiologie sur des préparations réduites. Il faut utiliser les données d'une nouvelle neuroéthologie. La seule mesure de la cinématique peut d'ailleurs nous apporter beaucoup sur les algorithmes qu'utilise le cerveau. C'est à Borelli, dans son ouvrage De Motu Animalium, au XVIIe siècle, puis au frère Weber, que l'on doit les premières études qui essayent de transposer au mouvement animal les lois de la mécanique découvertes par Galilée. Mais c'est Marey, né en 1830 à Beaune, qui effectue les premières véritables descriptions du mouvement naturel. Lors de la séance d'ouverture de la chaire d'histoire naturelle des corps organisés au Collège de France, où il succède à Flourens, il déclare « Lorsque nous étendons les doigts et que nous examinons la série des actes qui ont pu se produire, nous trouvons au début l'acte de la volonté ou acte psychique, puis la transmission de cette volonté, acte nerveux, ensuite la contraction du muscle ou acte musculaire, enfin le mouvement de l'organe ou acte mécanique. Dans quel ordre étudier ces manifestations? Un philosophe d'autrefois, un spinoziste, continue Marey, n'aurait pas hésité. Il faut suivre la marche logique où l'exposition des faits suit l'ordre même de leur apparition. Voilà précisément les procédés que rejette l'école contemporaine. Les physiologistes de notre temps, continue-t-il, remontent l'ordre des manifestations, commençant par les plus grossières et les plus apparentes, pour s'élever progressivement aux plus délicates et aux plus cachées. Marey espérait, avec la cinématographie, saisir le mouvement du centre de gravité et calculer le travail effectué, puis la force impulsive d'où il déduisait la quantité de mouvement. Un dynamographe permettait aussi d'inférer l'activité des muscles. La limite de son œuvre a été de ne pas dépasser ce stade descriptif et de ne pas vraiment formuler des hypothèses sur les mécanismes cérébraux. On doit à Bernstein, en URSS, des travaux semblables, faits dans une semi-clandestinité, entre 1910 et 1950, grâce auxquels il a pu formuler des théories physiologiques reprises par Gürfinkel, qui guident actuellement toute la physiologie de la motricité et ont profondément guidé notre propre travail. Aujourd'hui, des caméras digitales rapides, reliées à des ordinateurs capables à la fois de saisir les images et d'enregistrer l'activité neuronale, permettent d'envisager une physiologie du mouvement complexe qui bénéficie de la puissance d'inférence donnée par l'analyse cinématique.
Ces méthodes ont permis à Terziolo et ses collaborateurs de constater, par exemple, que tous les mouvements naturels, écriture d'un texte, dessin, mouvements complexes, sont organisés en segments discrets. La trajectoire, apparemment continue, est en réalité décomposée en morceaux, le long desquels la vitesse tangentielle est constante et proportionnelle à la racine cubique de la courbure de la trajectoire. Cette simple propriété cinématique révèle le caractère fondamentalement discontinu du contrôle du mouvement. Et comme les mesures de Tycho Brahe avaient suggéré à Kepler les lois des planètes, suggèrent des hypothèses sur les algorithmes qu'emploie le cerveau. L'analyse cinématique révèle aussi que lorsque l'on dessine un 8 dans l'espace, les angles entre les différents segments du bras suivent des règles précises de couplage. Ces règles simplifient le contrôle du geste. Les centres nerveux peuvent ainsi ne contrôler que des variables globales, l'élévation du doigt, et non pas des variables locales, les angles de chaque segment. Cette analyse montre aussi que lorsque la main s'apprête à saisir un objet, elle anticipe le contour de l'objet en se préformant pendant le transport du bras, d'où la théorie proposée par Jeanneret de l'existence de deux canaux nerveux contrôlant le transport et l'appréhension. La nature fondamentalement anticipatrice du contrôle neural du mouvement est évidente pendant une simple flexion du corps. Juste avant cette flexion, une synergie automatique, découverte par le neurologue Babinski, étudiée par Massion, Lestienne, Bouisset et bien d'autres, déplace le corps vers l'arrière pour éviter la chute due à l'action de la gravité et recaler automatiquement par avance la position du centre de gravité. Des lésions du cervelet ou des troubles des ganglions de la base chez les malades atteints de la maladie de Parkinson attestent du rôle de ces structures dans les programmes moteurs d'anticipation. Ces programmes sont solidement inscrits dans le câblage neuronal puisqu'ils subsistent après 2 semaines dans l'espace, en microgravité, où ils sont inutiles. Reste à voir ce qu'il adviendra chez les astronautes qui auront vogué vers la planète Mars pendant 2 ans. L'analyse du mouvement permet ainsi de découvrir les solutions trouvées par la nature pour réduire le nombre de degrés de liberté à contrôler et anticiper sur les conséquences de l'action. Segmentation temporelle et spatiale du mouvement, stabilisation intermittente, décomposition du répertoire moteur en synergie précablée, contraintes géométriques imposées au squelette que les anatomistes ont rarement examinées de ce point de vue, utilisation de référentiels changeants en fonction de la tâche à effectuer, et bien d'autres encore qui restent à découvrir. Mais la description des propriétés cinématiques du mouvement ne peut pas remplacer l'étude des activités neuronales qui les produisent. Nous illustrerons sur 3 exemples quelques-unes des idées directrices qui doivent guider notre quête. Prenons d'abord l'exemple de la locomotion. S'opposant à l'idée que la moelle est un simple centre réflexe, Sherrington avait déjà envisagé l'idée que la moelle contiendrait des circuits générateurs de locomotion ou de grattage. Un choc conceptuel est venu dans les années 70 lorsque l'on montra que la moelle peut produire seule, sous influence de la dopamine, un rythme dit de locomotion fictive. Puis Orlovsky et Schick à Moscou montrent que la stimulation électrique d'un seul point de la réticulée mésencéphalique induit la locomotion chez un animal décortiqué, démontrant ainsi l'existence de centres de contrôle de ces générateurs spinaux. Perret et Buser chez le chat, Grillner chez la lamproie, Clarac chez la langouste ont révélé en 10 ans les bases neurales de la locomotion. Un réseau de neurones situés dans la moelle constitue ce que Graham Brown avait appelé des demi-centres, groupe d'une dizaine de types de neurones qui ont ensemble des relations excitatrices et inhibitrices et ont la propriété d'osciller lorsqu'on les soumet à une activité tonique. Ces demi-centres produisent le rythme de la locomotion. La délicate coordination musculaire qui produit la marche serait due pour sa part à des générateurs de formes motrices situés aussi dans la moelle. Les propriétés motrices de ces générateurs résultent des propriétés des circuits, mais aussi des propriétés intrinsèques des neurones, qui elles-mêmes sont dues aux multiples mécanismes moléculaires et cellulaires de régulation du potentiel de membrane. La moelle n'est pas seulement un relais de commande descendante et une gare de triage pour les informations sensorielles. Les centres nerveux supérieurs peuvent d'ailleurs contrôler les messages sensoriels à leur source par un mécanisme présynaptique, agissant sur les fibres sensorielles quand elles arrivent dans la moelle. Ce filtre central, décrit principalement par Rudomine et vérifié pour la locomotion chez le chat par Rossignol et Kabelgen, va sélectionner, ici aussi,
l'entrée sensorielle à certaines phases du cycle locomoteur. Une propriété remarquable de ces circuits, encore mal comprise, est sans doute leur flexibilité fonctionnelle, comme nous l'a montré Moulin sur l'invertébré, sur un autre système. Un même ensemble de neurones peut, grâce à des mécanismes moléculaires élégants, prendre plusieurs fonctions différentes. La comparaison des mécanismes chez la lamproie et chez l'homme montrera sans doute, bien sûr, des différences de complexité. Payus et Dietz ont étudié, par exemple, l'intervention de facteurs cognitifs dans l'organisation du rythme de la marche. Mais les outils sont actuellement disponibles pour faire une neurophysiologie humaine, grâce à des travaux comme ceux d'Emmanuel Piero de Cellini, qui arrivent à identifier les mécanismes de la sélection sensorielle par les interneurones spinaux, mais cette fois chez l'homme. Les principes proposés par Bernstein sont donc vérifiés. Il existe un répertoire de mouvements et de représentations sensorielles associées, élaborés par le long travail de l'évolution, propre à chaque espèce. Ce que Lorenz appelait des coordinations héréditaires. L'étude neurogénétique de ces circuits sur des animaux transgéniques sera certainement passionnante. La génétique de la motricité est à construire. Nous prendrons comme deuxième exemple les mécanismes du regard. La vision n'est en effet rien sans le regard, c'est-à-dire cette capacité d'explorer le monde qui nous est donnée par les mouvements d'orientation de l'œil, de la tête et du corps. Il suffit de contempler la statuette venue de Sumer, du petit roi dur, UR, avec ses grands yeux et ses petites mains, pour comprendre que déjà, il y a plus de 3000 ans, l'artiste faisait du regard le moyen principal de la capture du monde chez l'homme. Le petit roi dur nous regarde, il ne fait pas que nous voir. Le regard est projection vers l'extérieur de l'intention et des hypothèses dont nous parlions tout à l'heure. Il est la locomotion immobile, il est le changement de point de vue. Le regard du bébé est interrogation de la mère. Et l'on doit à Ajurea Guerra, dont nous regrettons aujourd'hui la disparition récente, de nombreuses et fécondes observations sur ces relations. Les philosophes présocratiques pensaient aussi que la vision projetait des rayons lumineux qui se réfléchissaient sur les objets. Un premier niveau de contrôle du regard est celui des réactions, d'orientation des yeux et de la tête vers une cible visuelle fixe qui existe chez tous les animaux. Ce saut que fait le regard dure à peine 50 millisecondes. Il a une précision de quelques minutes d'arc. Il n'est pas du tout trivial de faire les changements de coordonnées de l'espace rétinien, plan sur lequel est projetée l'image de la cible, à celui des muscles dans lequel est formulée la commande motrice. En effet, l'œil est une sphère mue par 6 muscles, le cou par plus de 30. La nature ici aussi a trouvé des astuces pour réduire cette complexité. Par exemple, toutes les rotations des yeux se font autour d'axes qui sont dans un même plan, le plan frontal. Cette loi dite de Listing, dont les mécanismes sont encore mystérieux, simplifie considérablement les opérations neuronales de contrôle de la sphère oculaire. Lorsqu'une seule cible est présente, sa place dans l'espace est codée simplement par la place des neurones qui sont activés sur la rétine. Cette représentation sur la carte rétinienne est transmise par 2 voies parallèles, d'une part vers le cortex visuel, et de là vers des structures pariétales et frontales, et d'autre part sur une carte plus centrale, le colliculus, dans les mêmes coordonnées. Lorsque nous regardons un environnement où de multiples cibles sont présentes, si tous les neurones de cette carte colliculaire déchargeaient, nous ferions des saccades vers tous les points de l'espace. Mais la carte colliculaire, sur laquelle est représenté l'ensemble des cibles visuelles, est elle-même sous contrôle d'une inhibition permanente qui empêche l'œil de faire des saccades vers toutes les cibles à la fois. Des zones du cortex cérébral, comme le cortex pariétal, le cortex frontal, sélectionnent une cible d'intérêt et comparent les cibles aux scènes stockées en mémoire. Ces centres corticaux inhibent des neurones situés dans les ganglions de la base qui, à leur tour, inhibent la carte colliculaire. Cette cascade d'inhibition permet de choisir une cible et de déterminer l'instant et la durée du mouvement. Voici élucidé un des mécanismes de présélection des informations sensorielles que j'évoquais il y a un instant. La cible étant choisie sur la carte, une décharge en bouffée descend alors vers les structures du tronc cérébral. Cette décharge produit à son tour la contraction des muscles, si toutefois une autre série de neurones inhibiteurs sont eux-mêmes inhibés. Le raffinement des fonctions sensorimotrices est donc peut-être autant lié à l'apparition de subtils mécanismes inhibiteurs qu'à l'invention de compétences motrices nouvelles dans le répertoire moteur.
Par exemple, il est bien connu que le cortex frontal est apparu récemment dans l'évolution. Une lésion de cette zone produit des comportements de persévération. Le malade ne peut pas changer de consigne, il ne peut pas résister à certaines réponses. Elle provoque aussi un déficit sévère dans un test d'identisaccade qui consiste à demander au sujet de ne pas déplacer son regard vers la partie de l'espace où apparaît une cible, mais de pointer le regard dans la direction opposée, comme si je vous montrais une cible ici en vous demandant de faire une saccade à la direction opposée. Or, cette tâche exige la mise en jeu des cascades d'inhibition dont je viens de parler. Sherrington, Pavlov, puis Eccles ont insisté sur le rôle de l'inhibition que nous ont rappelé récemment Miles et Korn, en montrant son rôle modulateur dans le fonctionnement synaptique. Elle joue sans doute un rôle fondamental et souvent négligé dans les phénomènes de plasticité. Le cerveau est un cheval fougueux que l'inhibition dirige, tel le cavalier avec ses rênes. C'est elle qui nous donne la liberté de ne pas répondre aux stimulations des sens et d'en sélectionner des configurations liées aux exigences de l'action. Mais revenons au regard. Pendant une saccade, la pièce ne paraît pas bouger, bien que son image ait glissé à 500 degrés par seconde. Cette stabilisation perceptive est accomplie par des réafférences, et Dahlmann dirait des boucles réentrantes, qui vont réactualiser les cartes sensorielles sur lesquelles est représenté l'espace visuel. Une copie interne du mouvement va donc modifier la représentation. Ce concept de réactualisation dynamique, avec des réseaux neuronaux dotés de propriétés de mémoire, a été proposé récemment par Droulez. Il est même possible que cette stabilisation dynamique précède légèrement le mouvement. Duhamel et Goldberg ont récemment suggéré que les champs récepteurs des neurones du cortex pariétal sont déplacés juste avant la saccade dans la direction où va se diriger le regard. Cette fois, ce n'est même pas la copie de l'ordre moteur, c'est l'intention de mouvement qui modifie les propriétés des premiers relais sensoriels. Les bases neurales d'une partie de l'intentionnalité seraient-elles accessibles à la physiologie du mouvement? Un troisième et dernier exemple nous permettra d'évoquer les mécanismes de l'adaptation et de la plasticité. Il y a quelques instants, nous avons vu que la vision et le système vestibulaire coopèrent par des réflexes de stabilisation du regard en diminuant le glissement rétinien pendant les mouvements naturels. Melville Jones et Gonchor, en 1965, ont fait une expérience cruciale. Ils ont fait porter à un sujet, pendant plusieurs semaines, des prismes de Dove. Avec ces prismes, le monde visuel paraît tourner dans le même sens que la tête, et non dans le sens contraire, comme il est habituel. Le réflexe vestibulo-oculaire, vieux de plusieurs millions d'années, est tout à coup inutile et doit être inversé pour que la vision puisse être stabilisée. Le cerveau réussit cette adaptation et inverse le réflexe. Quels sont les mécanismes de cette adaptation? La fascination des neurobiologistes pour ce modèle est venue du fait que l'inversion est impossible après lésion d'une structure particulière, le cervelet. Flourens, Babinski, Thomas, Degerine, etc. ont décrit le rôle du cervelet dans la coordination des mouvements et la précision des gestes. Plusieurs théories concernant le fonctionnement du cortex cérébelleux ont été proposées. Il pourrait tout d'abord régler l'amplitude ou la vitesse du mouvement. Un sujet sain pointe le doigt au nez efficacement. Un patient avec une lésion du cervelet se heurtera le nez. Il pourrait aussi régler la coordination temporelle des gestes. Cette fonction est suggérée par la structure laminaire du cortex cérébelleux, qui est organisée en bandes ou microzones où se projettent les informations sensorielles sur les différentes parties du corps. Ici encore, comme pour la vision, les neurones d'une bande déchargent de façon synchrone au cours d'un mouvement. Cette organisation, remarquable, est assurée par un couplage électrique entre les neurones d'une structure qui se projette sur le cervelet, appelée olive inférieure. Sotelo et ses collaborateurs ont décrit, à la fois chez l'adulte et chez le nouveau-né, le rôle de boucles olivo-cérébello-olivaires et leur maturation, qui font correspondre des amas de neurones dans l'olive aux zones du cortex et produisent, en la modulant, cette synchronisation remarquable. Cette architecture neuronale pourrait se prêter bien à une fonction d'horloge proposée par Breitenberg. Le cortex cérébelleux pourrait, en plus de l'amplitude, de l'organisation temporelle, organiser la géométrie des mouvements. Il serait, pour Pelionid Célinas, un tenseur métrique, transformant le mouvement enregistré dans l'espace des capteurs en commande motrice dans l'espace des muscles. Enfin, le cervelet a été aussi comparé à un modèle interne
des propriétés dynamiques des membres, leur inertie, leur élasticité par exemple, qui permettraient de réaliser ce que les roboticiens appellent un calcul d'inverse. Le fait que l'adaptation au prisme est impossible sans cervelet suggère qu'il est aussi impliqué dans les processus d'adaptation ou d'apprentissage ou de résolution de conflits. Quels en sont les mécanismes ? Une hypothèse a été proposée par Ito pour expliquer ce rôle. Elle tient compte de la découverte d'une double projection visuelle et vestibulaire sur les cellules de Purkinje, qui sont les neurones de sortie du cervelet, respectivement, qui reçoivent ces informations visuelles et vestibulaires par deux voies distinctes, des fibres parallèles et grimpantes. Le port des prismes dérange les relations normales entre les activités de ces deux voies et induit un signal d'erreur. Ce signal d'erreur, dû à la nouvelle et étrange relation entre le mouvement visuel et le mouvement de la tête, induirait à son tour une modification plastique des propriétés synaptiques des neurones de Purkinje. En effet, comme l'avaient prédit les mathématiciens Marr et Albus, dans un modèle, une dépression synaptique de longue durée est induite par l'activation conjointe des deux entrées sensorielles. À leur tour, les cellules de Purkinje dont la décharge serait modifiée induiraient une inversion du réflexe par leur projection sur les noyaux vestibulaires. Notons d'ailleurs que ce rôle dans la plasticité de la conjonction avait été prédit par Hebb, et elle a été vérifiée récemment par Freniak et Thorpe dans le cortex visuel, où ces chercheurs ont montré, même chez l'animal adulte, une plasticité induite par la coïncidence d'une entrée sensorielle et de la réponse postsynaptique des neurones. Cette théorie confère au cervelet le rôle principal de professeur dans l'adaptation au prisme. Elle est toutefois contestée. Les modifications adaptatives des circuits cérébelleux pourraient n'être qu'une des composantes et non pas le siège principal de processus d'apprentissage qui se dérouleraient dans d'autres structures du cerveau. Le débat est intéressant car il porte l'accent sur le caractère distribué des mécanismes de la plasticité et met en garde contre une attitude trop étroitement localisationniste. Chez l'homme, en effet, après quelques minutes seulement de port des prismes, lors d'un apprentissage actif, apparaissent les signes d'un mouvement nouveau, un pseudo-réflexe, créé par le cerveau, sans doute construit à partir d'une représentation interne du mouvement de la cible, et utilisant d'autres sous-systèmes du répertoire oculomoteur. L'adaptation est donc effectuée aussi par une substitution fonctionnelle. Cette capacité a bien sûr d'importantes conséquences dans les domaines de la récupération de lésions du système nerveux. Le problème est de savoir si la représentation, la simulation interne des mouvements qu'exigent ces processus implique les mêmes structures que le mouvement exécuté. Quelques données récentes vont dans ce sens. Par exemple, il a été montré par Michel et De Setti qu'il faut le même temps pour imaginer un mouvement que pour l'exécuter. Par exemple, il me faudrait le même temps pour tourner autour de cette chaire que pour m'asseoir sur une chaise et ensuite imaginer ce mouvement. Cette isochronie est valable pour une grande variété de mouvements, depuis l'écriture jusqu'au saut de haie. La caméra à émission de positons du centre du CEA d'Orsay nous a permis de démontrer, grâce à l'équipe de Sirota et Mazoyer, que des structures du cortex visuel associatif sont activées lorsqu'un sujet imagine, dans le noir complet, un déplacement du regard sans l'exécuter. La même équipe vient d'établir, avec Denis, que lorsqu'un sujet imagine se promener dans une île, les aires dites sensorielles peuvent être réactivées par la mémoire des perceptions et accompagner cette action simulée. Mesdames, Messieurs, avant de clore cette leçon concernant la perception du mouvement et les relations entre perception et action, permettez-moi de faire un dernier commentaire de portée plus générale. Dans ce qui précède, j'ai fait souvent appel à des modèles qui sont empruntés soit à la cybernétique dont j'ai mentionné la limite, soit au connexionnisme ou à la robotique. Mouvement récent inspiré par l'intelligence artificielle ou à la robotique. On pourrait imaginer qu'implicitement, je prends à mon compte ce qu'il est convenu d'appeler la métaphore de l'ordinateur. Je pense que la métaphore qui compare le cerveau à un ordinateur, utilisée largement par Johnson Laird, Plichin, etc., est un guide utile pour la pensée. Mais elle est extrêmement dangereuse. Elle comporte en effet l'hypothèse implicite et têtue d'une séparation des processus cognitifs complexes, séparant d'une part des processus dits computationnels, semblables au logiciel, et d'autre part des propriétés du substrat neuronal, dont la biologie moléculaire et la neurobiologie nous révèlent les extraordinaires capacités. Cette métaphore a soutenu pendant de nombreuses années
avec l'aide de personnalités éminentes comme Fodor, la thèse dite fonctionnaliste qu'affectionnaient nos collègues américains et sur laquelle est revenu récemment un de ses plus ardents défenseurs, le philosophe Hilary Putnam. On pourrait y voir, avec une certaine espièglerie, une forme moderne du mentalisme de Bergson, que je ne suivrai pas, même malgré l'hommage que je lui ai rendu. Lorsqu'il dit en substance « l'esprit est au cerveau ce que le manteau est au clou qui le supporte », il est important d'utiliser des modèles, mais pour faire une physiologie du vivant, il faut examiner les merveilleuses propriétés du vivant et ne jamais oublier que les modèles ne sont que des outils de travail dont la vocation est d'être falsifiés. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore loin de comprendre les relations entre perception et émotion, par exemple. Nous avons aussi une responsabilité plus générale que celle d'élucider les mécanismes des représentations individuelles. Les forces de l'obscurantisme puisent leur haine dans des images archétypiques, figées, mesquines, fabriquées pour caricaturer la perception de l'autre et justifier sa destruction. La tolérance exige une perception généreuse, acceptée de la différence et de sa richesse. Mais ici s'arrête le simple propos scientifique. Mesdames, Messieurs, bien que d'après les conteurs irlandais, « He who made time made plenty of it », celui qui a fait le temps en a fait beaucoup, le vôtre est précieux. Et je vous remercie de m'en avoir tant accordé. J'espère vous avoir convaincu ce soir que ce champ du savoir est encore ouvert à bien des débats, et les quelques provocations que j'ai osé lancer vont, j'espère, en susciter. Mes chers collègues, vous m'avez invité à goûter, mais n'est-ce pas là, pardon, la vocation du Collège de France, où, mes chers collègues, vous m'avez invité à goûter ensemble les joies du défi intellectuel et le plaisir de découvrir. Je vous remercie.